Bonjour à tous et bienvenue à ce cours sur les questions scientifiques de la sécurité informatique, qui sera probablement le dernier cours technique de ma carrière ici. Et j'ai choisi ce sujet exprès parce que c'est un sujet essentiel. Je l'ai choisi pas parce que je suis chercheur sur le sujet, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est un sujet que je suis uniquement de l'extérieur, mais j'ai pas mal de copains dans le domaine. Et je l'ai dit la dernière fois, enfin la fois d'avant, c'est un sujet qui prend une importance absolument énorme et a une importance qui est souvent très sous-estimée, en particulier dans les entreprises et chez les gens, et en face duquel les gens n'ont pas tellement le moyen de savoir quoi faire facilement. C'est une grosse difficulté. Alors j'avais déjà présenté ce transparent le 23 janvier, donc dans le classement des dangers économiques majeurs. En 3, vous avez les attaques contre les infrastructures, et en 4, vous avez les attaques contre les données. Donc c'est passé devant tout un tas d'autres choses que je vous laisse imaginer derrière, comme danger économique. Alors, c'est un sujet qui n'est pas nouveau à l'intérieur de mon cours et du Collège de France, puisque Jacques Stern, qui était un des créateurs du domaine en France, en a parlé en 2008. Martine Abadi a tenu une chaire entière ici sur le sujet en 2010-2011, la chaire INRIA Informatique et Sciences Numériques. Bolignano a montré comment fabriquer des OS prouvés avec des résistances à la sécurité fortes. On ne peut jamais résister totalement à la sécurité, aux problèmes de sécurité, aux attaques, parce qu'il y a ce qu'on appelle les canaux cachés, on en reparlera, qui sont cachés, donc on ne peut pas les connaître d'avance. Ceux de Véronique Cortier et Stéphanie Delaune ont toutes les deux développé à 1 an d'intervalle, des approches logiques à la sécurité. Donc ce n'est pas tout nouveau, mais je ne vais peut-être pas vous parler tout à fait de pareil. Donc l'agenda est le suivant. On va regarder d'abord quels sont les acteurs du domaine et quels sont leurs points de vue, qui sont évidemment très divergents. Des exemples d'attaques pour bien cadrer et montrer l'ampleur. Quelles actions pour les chercheurs, puisqu'on est en train de parler de sciences, que peuvent faire les chercheurs par rapport à ça? Quel est leur rôle et quels sont leurs succès? Et puis quelles sont les choses qui sont difficiles? Les chiffrements et la signature, qui sont les deux outils de base de la cryptographie. Les protocoles de sécurité, qui est le troisième outil de base et qui est peut-être le plus vulnérable, c'est-à-dire les chiffrements, les mathématiques sont bien compris, c'est un sujet très difficile, mais de théorie des nombres, de théorie des codes, théorie de l'information. Mais les protocoles de sécurité, c'est là qu'il y a beaucoup de failles et c'est plus difficile, on est plus du côté de la logique. Enfin, c'est pas plus difficile, c'est un autre monde. Les deux mondes se complètent et ils ne se parlent pas tant que ça, quelquefois. Pas pour de mauvaises raisons, pour une fois. Je vais parler du vote électronique. Véronique Cortier en avait déjà parlé un peu, mais il y a eu des très belles avancées depuis. Et la mise en service par Nancy, CNRS, INRIA, Lauria à Nancy, d'un système de vote vérifié, mais qui n'est pas parfait, comme on va le voir. Et puis, les atteintes à l'intérieur des microprocesseurs à travers deux nouvelles failles qui s'appellent Spectre et Meltdown, qui ne sont pas faciles à exploiter, dont on ne sait pas si elles ont été vraiment exploitées, mais qui sont extraordinairement intéressantes et qui posent des sacrés soucis aux constructeurs de microprocesseurs. Les acteurs. Alors, le premier acteur, c'est l'utilisateur moyen, comme il y en a dans cette salle, comme moi, la plupart du temps. Donc, l'utilisateur moyen n'a pas d'idée du problème et il a des envies assez simples. Il a envie que son ordinateur ce soit un peu comme sa maison, c'est-à-dire qu'il connaît les gens qui rentrent dedans. Bon, ce qui n'est pas tout à fait la réalité, parce que c'est beaucoup plus dur de savoir qui rentre dans un ordinateur que dans une maison, mais c'est ça l'idée. Donc il veut donner son consentement à l'entrée de son ordinateur. C'est très loin d'être toujours vrai. Je me rappelle très bien qu'au Bell Labs, les laboratoires cloches, comme on disait chez nous, qui était le temple d'Unix, par exemple, eh bien, l'intégralité des chercheurs avaient comme mot de passe blanc. Donc ça simplifiait beaucoup les choses. Et comme login, 2 lettres, 2 ou 3 lettres de leur nom. C'était assez simple. Ça a changé après. Le deuxième, c'est que quand j'ai un compte sur Internet, je veux que mon compte et mes moyens de paiement soient protégés. Très difficile de comprendre le sens de ça. Quelque part, les moyens de paiement, comme une carte bleue, si ce n'est pas protégé, ce n'est pas très protégé, parce que vous allez dans un distributeur, vous tapez votre code PIN, sur Internet, non. Mais sur Internet, il y a une loi, il suffit que vous ralliez pour être remboursé. Donc la protection, c'est peut-être encore moins cher pour les banques de ne pas protéger que de protéger. Ceci dit, c'est des choses qui évoluent.
Donc c'est en gros comme le portefeuille dans la poche. Hein. C'est la matière transposée à l'information, si on veut. C'est logique. Hein. Et alors il y a tout un tas de dangers dont on parle, hein, mais alors on en parle confusément et on en parle avec des recettes. Voilà ce qu'il faut faire quand, mais ces recettes sont colportées, c'est un peu des rumeurs, et on ne sait pas si elles sont justes ou fausses. Donc de ne pas répondre à n'importe quel mail, ça c'est assez logique, de ne pas cliquer partout. Mais comment on sait quand on clique, ce n'est pas toujours évident même. Hein. On peut cacher les clics aussi, hein, ce n'est pas très compliqué. Et puis, je n'ai pas envie de me casser la tête. Ça, c'est vraiment très important. Donc en ce moment, avec des amis, on est engagé dans des séminaires de formation de la population standard, et c'est quelque chose de très déroutant pour les gens, ce qui est parfaitement normal. Donc quand on passe à tout numérique, ça commence à poser des soucis, en particulier par rapport à communiquer avec les services publics. Alors l'utilisateur plus averti, il n'est pas tellement mieux loti parce que lui, il commence à être dans l'angoisse. Donc il va dire, il y a d'autres dangers, il y a le vol de mes données sur des sites pourris. Alors comment est-ce qu'on sait si un site est pourri? En général, on va le demander après à quelqu'un qui sait plus ou moins, mais c'est quelquefois un peu tard. C'est pas simple. Le cassage de mes mots de passe que je croyais bons. Alors le nombre de gens qui croient que leur mot de passe est bon est considérable. Par exemple, il y a des gens qui sont persuadés qu'une date de naissance, même pas forcément la leur, c'est un bon mot de passe. Comptez les dates de naissance, hein, 100 ans fois 365 jours, c'est rien du tout pour un robot. Et puis, il y a surtout quelqu'un qui a fait des règles complètement absurdes, qui a d'ailleurs fait un acte de contrition formelle. Quelqu'un qui a dit, ces règles idiotes, pour faire un bon mot de passe, il faut mettre 2 caractères spéciaux, une majuscule, etc. Ce qui fait que tous les sites utilisent des systèmes complètement différents, dont aucun n'a d'intérêt particulier. Un bon mot de passe, c'est un truc long, random. Il y a des raisons à ça. Le pistage de la localisation, alors suivant les téléphones, il est très très difficile de savoir si on est pisté ou pas, et il est infernal de régler ça. Enfin, c'est un peu moins vrai maintenant avec la RGPD, mais avant c'était vraiment comme ça. Le piratage de ce que je fais sur mon navigateur et son ordinateur, très difficile aux gens d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a des gens qui suivent, hein, parce qu'on ne voit pas de code dans un navigateur quelque part. L'interception ou le trucage des communications, le vol de l'identité, je connais quelqu'un à qui c'est arrivé, c'est vraiment pas marrant. Les faux messages qui ont l'air vrais mais qui sont de l'hameçonnage, ils deviennent très chiadés, les messages. Avant, il y avait des photographes partout, mais maintenant, vous avez Orange, vous recevez un message d'Orange, parfait. Mais un message d'Orange, il y a marqué « ne répondez pas, ne cliquez pas », c'est marqué dedans, déjà. Donc, eux, ils ne marquent pas ça parce qu'à ce moment-là, c'est moins efficace. Des programmes intrus qui commencent à bouffer votre temps de calcul pour faire autre chose. La prise de contrôle des objets connectés, ça on en a longuement parlé, j'en reparlerai. Et j'en ai parlé aussi, des voitures haut de gamme dans lesquelles maintenant il faut acheter une cage de Faraday pour mettre sa carte clé qu'on vous a vendue parce que c'était beaucoup plus pratique qu'une clé. Maintenant il faut une cage de Faraday. Et je suppose que les constructeurs vendent des cages de Faraday dorées très chères. On vend bien des fibres optiques avec des contacts en or pour entendre mieux les aigus. Hein? Bon, alors le problème de quelqu'un qui se renseigne, c'est qu'il ne sait pas quoi faire. Donc c'est assez difficile. Pour les mots de passe, utiliser des gestionnaires de mots de passe, ça fonctionne bien. Il y en a même qui sont certifiés par l'ANSSI. J'ai oublié de dire, le séminaire sera donné par Guillaume Poupard, qui nous fait l'honneur de venir, qui est directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques et qui a une thèse en cryptographie. Donc, je fais quoi de tout ça? C'est une réflexion qui n'est pas facile, hein, parce que ce n'est pas évident de trouver la réponse. Hein. Et ce n'est pas avec des trucs qu'on comprend le système. Il y a besoin de savoir un peu ce qui se passe. Donc, les DSI, donc les directeurs des systèmes informatiques, sont eux aussi vraiment en question parce qu'ils gèrent des parcs et ils ont une responsabilité. Donc, il y a des lois de base qui se discutent entre DSI et qui suffisaient avant, du genre, faut bien travailler, quoi. Il faut avoir des PC et des OS éprouvés, ça veut dire pas tout neuf en général, ça, et de bons antivirus. Cette notion n'est pas facile à définir, mais on discute pour savoir lequel est le mieux dans ceux du commerce. Pas faire les mises à jour trop vite, ça je l'ai énormément entendu, parce que les vieux programmes marchent mieux que les nouveaux. Il y a aussi une autre raison, c'est qu'il y a plein de programmes qu'on n'arrive pas à porter parce que si XP est toujours aussi présent, c'est parce qu'il y a plein de gens qui ont écrit des programmes tellement mal qu'ils ne peuvent même pas les porter sur Windows 7 ou Windows 10, dont la compatibilité XP est vraiment très forte. Hein. Moi, je n'ai jamais changé un caractère pour passer de l'un à l'autre.
bon, voilà, les vieux systèmes sont les meilleurs. Ça, c'est une phrase d'une grande toxicité, comme on va le voir. Faire de bonnes sauvegardes sur bande et les garder dans un coffre-fort. Attention, moi j'ai vu beaucoup d'endroits où on faisait les sauvegardes sur bande qui étaient dans une armoire dans la même salle que la machine. Donc si ça prend feu, là c'est tranquille. Hein. Mais il y a des gens qui y arrivent. Le Crédit Lyonnais, je vous rappelle, avait brûlé son centre de calcul à Paris et n'avait pas arrêté. Il était parti le lendemain matin comme avant. Donc on peut faire. C'est plus cher aussi. Avoir un bon outillage, de bonnes procédures, de l'ingénieur compétent. Ça c'est standard. Et puis il y a une phrase qui est un peu toxique, c'est « Pour le reste, je me renseigne chez des gens qui me ressemblent. » Et on se voit tout le temps. Et se renseigner chez des gens qui y ressemblent, ben, ça donne une information en monde clos. Et ça peut être efficace ou pas, ça dépend des dangers. En un sens, ça c'est un vrai bonheur pour les attaquants. Donc des gens qui disent « faisons comme avant », ce qui est exactement le contraire de ce que pensent les attaquants, qui passent leur vie à dire « faisons pas comme avant », c'est du bonheur. Alors le DSI récent, donc, qui commence à se renseigner un peu mieux, ou surtout qui vient de subir, comme c'est arrivé avec WannaCry récemment, qui a attaqué énormément d'industries en France. Hein. Je vous rappelle que, par exemple, un très très grand fournisseur producteur de matériaux de construction s'est pris à peu près 200 millions d'euros de pertes de chiffre d'affaires à cause de WannaCry. Donc ça calme. Les ordinateurs sur XP se sont fait crypter cette nuit par un virus apparemment WannaCry. Donc j'ai raconté, c'est arrivé aux hôpitaux en Angleterre et tout. Et donc là, il y a un petit mode panique. Puis un peu plus tard, les mêmes se disent « Oh là là, mais les machines-outils aussi ne marchent plus parce qu'elles sont aussi sous Windows XP. » Et dans les hôpitaux, ben, tout est sous Windows. Je veux dire, un scanner, c'est sous Windows. Un IRM, c'est sous Windows. Très probablement. Il y a des raisons à ça. Hein. Le soir, good Lord, nos sauvegardes ne marchent pas. Alors ça, j'ai vu ça chez Digital Equipment, où les machines s'étaient entièrement crashées. Ils avaient fait un système très astucieux de backup entre deux machines. Les algorithmes étaient faux, ça a fait frouf, tout a pété. Et les backups, on ne les essaye jamais, les backups en très grand, parce que c'est très très long. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a un truc qui ne marche pas dans le backup. Bon, alors, ça peut mettre très longtemps. Donc, une semaine après, le PDG dit ça nous a coûté 200 millions d'euros, il faut changer ça et vite. Mais derrière cette phrase, est-ce qu'il y a du contenu ? C'est pas évident. Bon, vous voyez, ça existe. Hein, ça a été fait en grand et documenté en grand. Là, Alors, en juillet 2017, par exemple, la police de Londres, qui était entièrement sous Windows XP, a décidé de passer sous Windows Vista. Donc ça, c'est un exploit intellectuel incroyable, parce que Windows Vista est considéré par Microsoft comme pire que Windows XP. Et le navire amiral de la flotte britannique, la flotte de guerre britannique, le Queen Elizabeth, qui n'est pas encore sorti, est à 100% sous Windows XP. Et si on me dit qu'il n'est pas connecté, ça m'étonnerait. Je vous rappelle que le USS Yorktown, un des navires ultra modernes de la marine américaine, entièrement avec des réseaux, des ordinateurs connectés partout, il y a un opérateur qui a rentré un 0 au lieu de 0.1, il a rentré 0 dans une case, son ordinateur s'est crashé, l'intégralité du réseau s'est crashé, les moteurs aussi, et il a fallu remorquer la bête toute neuve au port à sa première sortie. Bon. Donc, pour les attaquants, là, c'est différent, ils sont assez contents, tout est connecté, il y a des trous partout. Hein. Il y a des mots de passe triviaux, ça il suffit de chercher, il y a des failles dans les OS, on va en parler, dans les navigateurs, dans les circuits, tout est attaquable. Les États, les entreprises. Il n'y a pas tellement besoin de se fatiguer non plus, parce qu'il y a des gens très forts qui vous vendent des attaques sur Internet, et puis des recettes de combinaison et tout, parce que ce n'est pas très cher une attaque. Hein. Enfin bon, je crois qu'avec 2000 $, on a déjà de quoi embêter pas mal de monde. Et puis, il n'y a pas de problème d'éthique dans ce monde-là, hein, ou ce n'est pas les mêmes, du moins. Les congrès de sécurité sont publics, on sait ce que trouvent les chercheurs. Ceci dit, il n'y a aucune autre façon de faire que d'avoir des... Avant, ils n'étaient pas publics, mais ce n'était pas forcément mieux. Donc, les meilleurs, vous allez voir que les meilleurs systèmes sont quand même open source et publics. Hein, donc, c'est comme ça. Le secret d'un système n'a jamais été un très bon moyen en informatique de le protéger. Rien n'est plus facile que de trouver des sponsors. Alors ça se voit. Et le faire pour le pays ou pour l'argent, ce n'est pas du tout incompatible. Donc, c'est une époque très favorable pour eux. Point de vue des autorités, Guillaume Poupard va nous en parler tout à l'heure.
Question de sécurité, donc exemple d'attaque, hein, j'en ai déjà un peu parlé. Donc il y a les vols ou modifications de données. Ça peut se faire de tas de façons. Hein. Ça peut se faire par les mots de passe, ça peut se faire par les navigateurs, ça peut se faire par des vols physiques, beaucoup de moyens, ou bien par des gens qui vendent, des gens des entreprises qui vendent, ou qui se vengent d'avoir été virés. Enfin, Edward Snowden a montré qu'on savait faire ça en grand si on voulait, même chez des gens qui sont assez méfiants. L'hameçonnage, c'est connu. J'ai le piratage, le pistage, la détection du comportement. Alors, j'ai toujours dit, hein, je suis surpris que les gens s'aperçoivent maintenant que les GAFA analysent leur comportement. Les GAFA n'ont jamais caché ça, pas une seconde. Donc, être surpris de quelque chose qui est public depuis le début et sans vente en plus, c'est un peu bizarre. Ça montre qu'il y a un problème de compréhension. Vol de puissance de calcul, il y a des gens qui volent des bitcoins sur votre machine, et ce n'est pas facile à trouver, hein, ce n'est pas facile à repérer. L'interception, il y a aussi, j'ai oublié de marquer l'injection de code. L'injection de code, c'est un truc très subtil. Quelqu'un vous envoie une page web, puis il y a quelqu'un qui rajoute un peu de code tout à fait invisible dans cette page web qui va permettre d'espionner tranquillement ce que vous êtes en train de faire, ou de modifier, ou de récupérer des mots de passe, ou des trucs comme ça. C'est pas simple, ça. Voilà. Et puis les attaques sur les systèmes que je mets en rouge parce qu'elles sont vraiment graves. Donc déni de service, ça veut dire on enterre le système. C'est ce qui est arrivé à l'Estonie pendant une semaine. Hein. Le cryptage des fichiers, c'est WannaCry, NotPetya, tout ça. Et les attaques sur tous les systèmes. Donc Guillaume Poupard m'a dit tout à l'heure qu'il y avait une grande attaque sur les feux rouges. C'était où? C'était en Allemagne, une grande attaque sur les feux rouges dans une ville. Ben, moi, j'entends des tas de gens qui font des grands projets de smart city et tout. Pour l'instant, je n'ai pas entendu même parler des problèmes de sécurité, qui vont être dominants quand même. Hein. Alors, ça viendra. Vol de données mal protégées, donc 773 millions de paires adresses mots de passe ont été publiés par des gens, et en fait, c'était vendu par des hackers. Bon, moi, j'y étais que 6 fois. Hein. Vous pouvez regarder vous-même. Hein. Il y a un site qui vous recense ça. Il vous dit combien de fois vous êtes mentionné dans le truc. Hein. Il y en a eu d'autres, encore des comme ça. À Singapour, 14 000 données médicales de malades du sida ont été mises en public par quelqu'un, justement, qui voulait se venger. Alors ça, c'est sympa pour les gens. Hein. C'est très sympa. Marriott Star Wars a laissé à l'air libre pendant je sais pas, au moins un an, 500 millions de réservations avec les données de l'utilisateur et tout ça. Equifax, grande société de certification de crédit, 145 millions en Angleterre, mais apparemment aussi 45 millions au Royaume-Uni. Bon, c'est du gros. Hein, il faut voir que l'informatique, c'est pas comme la martière. Dupliquer, ça coûte 0. Okay. Donc, prendre quelque chose de quelque part, c'est comme si on prenait tout de suite 1 million de copies, quoi. Bon, alors évidemment, il y a des cas non rendus publics que je ne connais pas. Alors, le passage à la grande échelle, j'ai parlé de l'attaque sur l'Estonie. Stuxnet, donc, n'était pas une grande échelle, c'était une échelle bien ciblée qui a détruit, enfin largement détruit de façon extrêmement astucieuse les centrifugeuses iraniennes, alors que toute l'interface homme-machine était parfaitement conforme. Hein. Elle tournait juste 5% plus vite, ce qui suffit à la vitesse où c'est, 5%, ça suffit à les faire exploser. Voilà, c'était rentré par une pièce USB. Hein. Vol de film massif chez Sony Pictures, qui a failli couler la boîte. C'était vraiment du gros. Bon, Petya, NotPetya, ceux-là j'en ai parlé. Mirai, c'est le recrutement de centaines de milliers de caméras vidéo, de machines à laver, de frigidaires, je ne sais pas quoi, qui ont été tous programmés pour noyer ensemble un serveur DNS d'Internet, donc une pièce maîtresse d'Internet, et ça a foutu un bordel pas mal. Les attaques Windows, WannaCry, Adilcus et NotPetya. Donc, NotPetya, c'est parce qu'au début, on pensait que c'était une variante de Petya, mais non, c'est un peu autre chose. Et ça a attaqué vraiment énormément de monde. Mais je vous rappelle, j'avais dit la dernière fois, article dans les Échos de Benoît Georges, que je connais bien, qui est très bien, 300 000 victimes, 300 000 entreprises victimes de NotPetya, enfin de WannaCry, je ne sais plus lequel. Et moi, j'avais dit non, l'autruche et le rançonneur. Tout le monde, toutes les victimes étaient parfaitement prévenues du danger. Donc c'est quand même pas tout à fait si simple. Hein. C'est comme l'autruche, quand on met la tête dans le trou, on prend des coups de pied et en plus on ne sait pas d'où ils viennent.
Gros piratage de comptes chez HSBC, de comptes bancaires, publication de milliers de documents confidentiels de politiciens allemands. Alors je pense que la protection des données des politiciens, hein, vous l'avez vu aux États-Unis, c'est pas forcément... Bon, on peut faire des très grandes listes comme ça. Ce qui est important, c'est que là-dedans, il n'y a pas que des choses qui sont faites par les hackers, il y a aussi les chercheurs. Donc les chercheurs trouvent beaucoup de failles eux-mêmes. Et par exemple, Amadeus, hein, le grand centre qui est à Sophia Antipolis de réservation d'avions, ils ont réussi à rentrer dans tous les dossiers, de pouvoir changer les dossiers. Et bon, ça a été patché évidemment avant d'être publié, mais ça veut dire que on pouvait consulter simplement et modifier tous les dossiers des réservations d'avions des 140 compagnies en question. Apple FaceTime vient de se faire prendre là avec le fait que FaceTime, c'est le Skype d'Apple multiparticipant, là. Et ils l'ont mis en marche et on pouvait, dès qu'on allumait le truc, même avant d'avoir dit qu'on était d'accord, on était visible de tout le monde. Donc ça peut être assez joyeux. Donc c'est fixé depuis ce matin, avec plusieurs autres bugs. US Postal, 60 millions de comptes qui sont restés en l'air comme ça. Alexia qui aussi avait des bugs intéressants. Par exemple, de temps en temps, il y a une maison qui se mettait à entendre tout ce qui se passait dans une autre. Donc c'est assez rigolo. Pas forcément très bien. Bon, les clés de voiture, j'en ai marché. Et puis, j'ai déjà parlé des prises de contrôle des voitures, des Samsung SmartThings hyper sécurisés qui ont été cassés en très peu de temps, des pacemakers, etc. Bon, bref. Donc, la question vraie derrière, c'est, on parle beaucoup de l'Internet des objets, et est-ce que ça va vraiment exister si personne ne sait sécuriser? Et le problème, c'est que les industries qui sont dans l'Internet des objets, j'en connais un certain nombre, elles n'ont aucune culture. Et quand on n'a pas de culture dans ce domaine, c'est garanti. Hein, on en prend plein. Donc, ce n'est pas évident. Et attraper une culture, ce n'est pas facile non plus. Mais enfin, ça va finir par se faire, je pense. Alors, les failles majeures dans les OS. Alors ça, c'est redoutable, parce que les OS sont partout. Hein. Il y a des milliards d'OS sur la Terre. Et donc, en 2017, les machines virtuelles... Alors, je pense que quand on télécharge VMware ou une machine virtuelle ou Docker ou un truc comme ça, qui permet de faire tourner du code Windows sur un Apple ou réciproquement, ou sur Linux, on ne se pose pas ces problèmes. Mais c'est tout aussi vulnérable, les machines virtuelles, parce que c'est vraiment du système, quoi. Et donc là, des bugs. Voilà un bug de déni de service sur Linux en 2018 qui avait rendu Linux sans base fou d'orage. C'est en système D, c'est le processus numéro 1, c'est le grand contrôleur, c'est un truc qui n'est pas très bien maîtrisé d'après tout le monde. On lui envoyait un message de longueur 0, et là, frouf, la machine crachait. Donc, une machine qui crache, c'est un déni de service. Hein, et comme on sait faire ça facilement, la machine ne tourne pas. Donc, bon. Des fois, et les Linux, très souvent, ils sont embarqués dans des appareils. Hein, donc, ce n'est pas uniquement vous en train de tapoter sur Internet. Hein. Pareil pour iOS, pour l'iPhone, qui se crachait en recevant un SMS de un caractère bien précis, frouf. Parce que les caractères sont du code exécutable. Qui sait ça? Qui sait qu'un caractère, c'est du code exécutable? Ce n'est pas une notion évidente. Un caractère, dans les nouvelles normes de caractères, ça exécute des programmes. Ce n'est plus un dessin comme avant. Meltdown Exploit, on va en parler, qui attaque tous les ordinateurs des téléphones et des ordinateurs modernes. Et puis, toute version nouvelle d'OS, je vous rappelle, Julien Laval nous a dit qu'il y avait une version tous les 3 mois pour Linux. Il y en a une par an, version majeure, une par an pour Apple. Windows, ce n'est pas régulier. Et il y a environ 5 à 6 mises à jour pour Apple par an. Et toute machine, toute version nouvelle corrige des trous de sécurité extrêmes. Il n'y a pas d'autre mot. Et je vais vous le montrer en direct. Pourquoi il y a des trous de sécurité extrêmes? Parce qu'il y a plein de bugs. Et d'où viennent les bugs? De la recherche de l'efficacité. Assez régulièrement. Alors, il y a 2 efficacités. L'efficacité du programmeur, qui aux États-Unis se traduit très très volontiers par une phrase célèbre, quick and dirty. On fait vite et sale. Donc ça, c'est parfait. Et l'autre, c'est l'efficacité à l'exécution, parce que tester qu'on a le droit de faire ce qu'on fait, c'est aussi cher que de le faire. Et donc, les performances dans les systèmes ont toujours été jugées très importantes. Et je pense qu'on verra peut-être apparaître des systèmes avec des garbage collectors, donc des trucs où il n'y a juste pas moyen de faire des trous dans la mémoire.
Alors, il est vraiment indispensable de faire les mises à jour au système. S'il y a un seul conseil à donner, c'est ça. Des fois, ça plante. Hein. On va voir que Meltdown et Spectre ont fait faire des mises à jour qui ne bootaient plus. Bon, enfin bref. Mais c'est comme ça. Donc voilà, alors j'ai fait une conf à Bruxelles, à la Commission européenne, bon, avec des gens qui étaient là. Hein. Et il y a quelqu'un qui m'a dit, mais moi, je n'ai pas de problème de sécurité, j'ai un Mac. J'ai déjà entendu, je n'ai pas de problème de sécurité, j'ai un Linux. Il y a autant de problèmes de sécurité sur les uns que sur les autres, parce que simplement, c'est très dur. Alors voilà, j'ai simplement ici compilé. Alors, les constructeurs sont très honnêtes, ils vous disent qu'est-ce qu'ils corrigent. Donc, j'ai pris un tout petit bout de ce que dit Apple sur la release de High Sierra 10.13.5, la 5e de l'année, la 5e correction sur High Sierra, en 2018. Alors voilà, une application malveillante peut exécuter un code arbitraire avec des privilèges système. Donc ça, c'est un moyen de dire c'est le trou le plus gros. Hein. Il n'y a pas plus gros comme trou. Bon, ben voilà, problème de divulgation d'informations. Ça ne renseigne pas trop. Il y a les noms des auteurs. Vous voyez, bon, toutes ces choses sont numérotées. Ça, c'est tout à fait important. Il y a une base de données très, très précise. Donc, voilà, pourquoi les auteurs mettent leur nom? Ben parce qu'ils l'ont trouvé, ça leur fait une reconnaissance et éventuellement des sous, suivant les constructeurs. Le traitement d'un fichier de police de caractère malveillant peut entraîner l'exécution arbitraire de code. Alors, vous voyez, ce n'est pas facile d'expliquer à un débutant que charger une police de caractère, on peut exécuter n'importe quel programme. Ben, c'est comme ça. C'est tout dans la même là. Hein. Un attaquant bénéficiant d'une position privilégiée sur le réseau peut être en mesure de détourner des mots de passe. Alors, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que l'attaquant s'est mis là, il vous a mis le truc de mot de passe, vous tapez le mot de passe en clair dans la zone met des petits points comme d'habitude, et puis l'attaquant récupère le mot de passe en clair. Alors c'est super. Hein. Par exemple, si vous vous connectez à votre compte Apple, là où vous avez votre carte de crédit, c'est très bien. Une meilleure validation des entrées, ça veut dire qu'il n'y avait pas de test. Hein, c'est toujours organisé positif, hein, on est quand même aux États-Unis. Voilà, exécuter un code arbitraire avec des privilèges léonoignaux. Problème de corruption de la mémoire. Ça veut dire quoi, corruption de la mémoire? Ça veut dire qu'on a écrit un endroit où il ne fallait pas qu'on aille. C'est très très bête. Hein. Meilleure gestion de cette dernière. Ça veut dire on a rajouté un test. Il faut savoir lire. Un attaquant peut exfiltrer le contenu d'un email chiffré. Alors ça veut dire quoi ça? Alors c'est une phrase très très polie qui veut dire simplement vous avez chiffré votre email et l'attaquant il le récupère en clair. Hein, c'est simple, hein, on apprend à lire ces choses. Ce problème a été résolu par une meilleure utilisation de l'algorithme MIME. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était programmé n'importe comment, il faut être absolument clair. Et là, quand même, vous voyez un truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens au travail. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour ce seul bug. Et ça, vous allez voir que ça se généralise. Bon, il y avait 26 corrections, encore 26 autres corrections, et c'est à chaque release pareil. Et qu'avec 6 releases par an, vous avez 200 corrections de ce type par an. Donc, ce n'est pas des petits détails. C'est des moyens d'exécuter un code arbitraire en mode route. Vous voyez, quand on est en mode route, exécuter un code arbitraire, ça veut dire crypter les fichiers, effacer les disques, ça peut vouloir dire des choses. Bon. Alors, ce sont des bugs classiques, mais qui ne sont jamais détectés par les tests fonctionnels. Parce que justement, les tests fonctionnels, ils ne sont pas faits par des attaquants, ils sont faits par des amis. On essaye de montrer que les choses marchent, on n'essaye pas de montrer où elles ne marchent pas. On essaye de montrer que les parties de la spec, les specs sont trop positives. On dit ce système doit faire ça. Oui, mais on ne dit pas ce qu'il ne doit pas faire. Bien, alors, quelles actions pour les chercheurs? Il y en a plusieurs. Hein. La première, c'est d'étudier les attaques, parce que ça, on apprend beaucoup. Et je pense que les hackers sont très bons, et les chercheurs aussi, et ils apprennent mutuellement les uns des autres, il n'y a aucun doute là-dessus. Trouver les failles avant. Dans les chiffrements, une faille dans un chiffrement, c'est un peu toxique, hein, parce que c'est utilisé en grand. Par exemple, sur les chiffrements de base, sur HTTPS, c'est des dizaines de milliards de fois par jour, je pense, hein, que c'est utilisé. Dans les protocoles de sécurité, donc TLS par exemple, on vous explique, quand vous êtes petit, on vous explique que HTTPS, ça rend les communications sûres. Ben, il faut réfléchir. C'est pas trop faux. Dans les OS et les logiciels d'application et dans les circuits. Construire de meilleurs environnements de sécurité, je vais quand même parler de ça. Les réseaux de communication, donc il y a eu pas mal de boulot, de normalisation, il y a pas mal de chercheurs qui s'impliquent dans la normalisation aussi, sur les protocoles Internet, les systèmes de vote électronique, ça me fait rire, logiciel, hein, les systèmes de vote par logiciel,
et par réseau prouvé, donc on va voir ce que c'est. Et puis vraiment, les chercheurs sont en réseau mondial maintenant. Bon, la loi de base des chercheurs, c'est de donner du temps aux constructeurs quand on trouve un problème. En général, si c'est juste un test mémoire qui n'est pas fait, c'est vite fait. Il y a des fois où le donner du temps se traduit en 6 mois, hein, parce que les gens, ils n'arrivent juste pas à corriger. On va le voir tout à l'heure. Et puis, il y a des fois où les constructeurs se foutent de ça, et celui qui a publié le bug de FaceTime a dit « J'en ai marre, Apple ne fait rien, donc je publie ». Alors, ça a été très vite après. Hein. Alors, chiffrement et signature, un petit peu de crypto. Bon, ça a déjà été montré ici, mais c'est quand même assez sympa de le regarder. Donc, comment est-ce qu'on chiffre ? Chiffrer, c'est très, très ancien. Hein. On ne sait pas du tout quand ça a commencé. Mais voilà, il y a deux sortes de chiffrement. Le premier, c'est le chiffrement symétrique. L'idée, c'est d'avoir une seule clé, la même clé pour coder et décoder. C'est comme quand on a un cadenas, on a deux copies de la clé. Donc, je dis, je ferme le cadenas, tu iras ouvrir le cadenas pour prendre le message. Donc ça, c'est très simple à la base. Ce n'est pas facile à faire. L'idéal est très simple. Shannon, là, dit, c'est tout bête, vous prenez une fonction aléatoire des mots à B bits dans les mots à B bits, et cette fonction aléatoire est optimale pour faire du cryptage. Pourquoi ? Parce que l'aléatoire ne contient pas de contenu calculatoire. C'est sa définition, quasiment. Définition de Kolmogorov. Mais pourquoi ça ne marche pas ? Parce qu'on ne peut pas calculer l'aléatoire. Pour la même raison. Donc, la seule moyen de construire une fonction aléatoire, c'est de faire une grande table. Alors, si vous prenez des mots de 1000 bits, ça fait 2 puissance 1000, et là, vous êtes un peu mal avec l'univers qui est quand même trop petit pour ça. Il y a les méthodes efficaces, par exemple AES, qui est le grand standard mondial. Ça va enchaîner des passes de complexification du message. Bon, c'est pas très marrant à raconter. C'est assez efficace, apparemment. C'est assez solide. L'avantage, c'est que les clés sont petites. Alors, les 3 tailles de clés, 128 bits, ça s'appelle secret. Ça veut dire que la NSA n'a aucun problème à le casser. Si, 128, c'est déjà costaud. Bon, oui, AES, c'est assez bien. Et 256 bits, apparemment, là, on n'essaye pas trop. Méthode fondée sur le logarithme discret. Alors là, on va parler beaucoup, parce que ça, c'est des méthodes qui sont simples et intéressantes et anciennes. Alors, on prend un nombre premier P, assez grand. Alors, la taille du nombre premier P est critique, là. Hein. Donc, 512 bits avant. Maintenant, ça commence à sauter, 512 bits, assez fort. Et on prend un générateur. Un générateur, c'est quoi ? C'est un nombre qui, quand on l'élève à la puissance plein de fois, ça va donner tous les nombres modulo P. Bon, c'est facile à trouver. Il y en a des biens. Ils ne sont pas tous pareils. Il faut prendre des P tels que P-1 à un grand facteur premier. Enfin bon, les matheux, ils vous expliquent ça très bien. Et on va simplement coder un message N, j'aurais dû écrire même, je sais plus. Ah oui, coder un terme M simplement en prenant G puissance N modulo P. Donc une exponentiation, ou alors si on veut, c'est un produit dans un groupe multiplicatif, ça revient au même. Voilà, une exponentiation modulo. Bon, ça c'est la base de énormément des chiffrements, parce que c'est assez simple. Alors, pourquoi est-ce qu'on sait calculer ça ? Parce qu'on peut le calculer en calculant G2, G4, G8, G16, etc. Et après en faisant des sommes, parce que G17, c'est... Oui, des produits, pardon. G17, c'est G16 multiplié par G1. Hein, donc c'est assez facile à faire. Enfin, c'est facile, mais c'est quand même plus cher que ça. Hein. Donc on ne le fait pas pour s'amuser. On ne code pas les messages avec ça. On va voir à quoi ça s'en sert. Il y a beaucoup mieux. Il y a les courbes elliptiques qui sont beaucoup mieux. Bon, ça, c'est des maths beaucoup plus compliquées. Au lieu de prendre ce groupe-là, on prend le groupe des solutions d'une équation à 2 variables. Et il y a beaucoup de maths là-dessus, et c'est passionnant et tout. Et c'est quand même pas mal utilisé aussi. C'est les plus petites clés et beaucoup plus rapides. Et les maths, on ne sait pas trop comment casser ces trucs, visiblement. Alors, le problème, c'est la clé. Il y a un point faible majeur, c'est comment vous faites pour échanger la clé. Hein, si vous la mettez dans une enveloppe et que vous le mettez à la poste, comme ont déjà fait ou m'envoyez une lettre avec la clé en clair dedans, comme le font encore pas mal de sites. Hein, vous créez ils vous envoient, voilà votre mot de passe. C'est très bien ça. Comment est-ce qu'on fait ? Alors, Diffie-Hellman, la première idée, c'est on choisit un générateur public, on choisit un P et un G. Hein, on s'entend sur un P et un G. D'ailleurs, vous allez voir qu'il y a très peu de P et de G qui sont utilisés, en fait. On le choisit, et puis ce qu'on fait, c'est que Alice va tirer au sort un nombre grand A entre 0 et P-1, et Bob tire au sort, choisit, ça veut dire tire au sort, hein, c'est la seule bonne façon de faire. Tire un sort, un nombre entre 0 et P-1,
Et Alice envoie G puissance grand A modulo P, donc elle code sa clé si on veut. Elle envoie à Bob. Bob envoie la sienne indépendamment. G puissance B modulo P. Et puis tous les deux peuvent calculer la clé commune qui est G puissance AB modulo P. Là, elle n'a qu'à prendre ce message-là et l'élever à la puissance A, que Alice connaît, la seule à connaître. Et là, c'est la même chose avec B. Et puis comme c'est commutatif, G, AB, donc ça, c'est des codes commutatifs. C'est très important. La commutativité est tout à fait essentielle. Donc ça, c'est parfaitement cool. On a construit un secret à partir d'un seul échange de messages. Petit problème, il y a une attaque. Alors, man in the middle, c'est le centre normata. Ça veut dire, je me mets au milieu. Donc, il y a un démon qui se met au milieu et qui va dire, moi, je fais semblant d'être Bob, et moi, je fais semblant d'être Alice. Ça, c'est pas plus facile sur Internet. Et donc, je fais ça des deux côtés. Donc, au lieu de transmettre... ici, là, quand je reçois G puissance A modulo P, et au lieu de transmettre ça à Bob, je l'élève à la puissance ma propre clé. Donc je transmets G puissance AD modulo P. Elle n'est pas plus facile. Hein. Et dans l'autre sens, c'est pareil, G puissance BD modulo P. Alors, eux, ils n'ont rien vu. Hein, comme ils ne connaissaient pas les clés, ils n'ont rien vu. Donc, ils ont toutes les deux calculé G puissance BDA modulo P, mais ils ne savent pas. Le D, ils ne le voient pas. Hein, puisqu'il est caché à l'intérieur du B' et il est caché à l'intérieur du A'. Le seul problème, c'est que le démon aussi, il sait calculer ça. Il prend ce qu'il reçoit de là, s'il reçoit là, puis il l'élève à la puissance D. Et paf, il a la même clé que les autres. Et alors là, quand on a la clé de la communication secrète, la communication n'est plus secrète. Donc ça, c'est on ne peut plus facile à faire. Et c'est un piège classique dans les cryptos, mais là, c'est un cas simple, mais ça peut être, les failles peuvent être beaucoup plus malignes. Hein. Une faille, c'est simple, c'est comme un ballon de baudruche, un tout petit trou, ça suffit à le vider. Alors, les attaques de ce type-là sont très très fréquentes et sont le prélude en général à d'autres attaques, comme on va le voir. Alors, l'idée, c'est de mettre 4 cadenas au lieu de 2. Et c'est une idée très simple, mais je me rappelle très bien parce que Randri West, le R de RSA, on était dans le même bureau à l'INRIA, on a pas mal discuté, puis il est rentré aux États-Unis et là, ils ont envoyé RSA, inventé RSA, et là, on leur a interdit de sortir de chez eux. Et interdit de divulguer ça. Donc ils l'ont fait passer en cachette à Scientific American, c'est comme ça que c'est sorti. C'est assez rigolo, parce que là, ils avaient inventé un code secret invulnérable à l'époque, qu'il est toujours d'ailleurs, relativement. Et donc, les Américains, leur seul problème, c'est de détecter, d'être capable de décoder les communications, pas de décoder. Alors comment est-ce qu'on fait ? Chacun prend 2 clés qui sont à l'inverse l'une de l'autre. Ça, il faut réfléchir comment faire ça. Hein. RSA est très astucieux, il y a d'autres méthodes. On prend 2 clés qui sont l'inverse l'une de l'autre, c'est-à-dire que si on décrypte successivement par les deux, on retombe le message initial, dans n'importe quel sens. Alors, voilà, donc comme celle-là est publique, les bleus sont publics et les autres sont privés. Donc, Alice connaît ces 3 clés. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va envoyer un message codé avec la clé publique à Bob. Bon, là, Bob, tout le monde peut lui envoyer des messages codés publics, mais il n'y a que lui qui peut les décoder. Les autres ne peuvent pas. Et dans l'autre sens, c'est pareil. La réponse, voilà. Donc ça, c'est très bien. Chacun a sa paire de cadenas. Et donc, le message, là, Bob sait décoder les messages qu'on lui envoie avec la publique, mais c'est le seul. Et Alice, pareil. Alors, il y a quand même un petit problème, c'est qu'il n'y a rien qui dit que le message vient vraiment d'Alice ou de Bob dans ce système. Alors là, il y a un truc qui peut être très malin. C'est pas comme ça qu'on fait, mais c'est une bonne première approximation. C'est de dire, en fait, Alice, elle va coder 2 fois le message. Elle va le coder avec sa clé privée et puis avec la clé publique de Bob. Donc, c'est plus cher, mais elle code 2 fois le message. Et alors, Bob, il peut décoder, puisqu'il sait décoder sa clé publique avec sa clé privée, et il sait décoder la clé privée d'Alice avec la clé publique de Bob. Avec la clé publique d'Alice, pardon. Donc, il sait retrouver le message. Donc, ça, c'est très bien. Mais là, il y a 4 codages sur le trajet. Il y a 4 opérations. Donc, celle-là, il n'y a qu'Alice qui peut la faire, et celle-là, il n'y a que Bob qui peut la faire. Alors, c'est pareil dans l'autre sens. Donc, ça, c'est une très jolie invention, c'est très, très bête, sauf que c'est très peu efficace, donc on fait un peu mieux. C'est-à-dire qu'au lieu de coder 2 fois le message, on calcule un hashcode beaucoup plus petit du message pour ne pas avoir le message qui fait 2000 bits, 4 codages, c'est cher. Donc, on fait d'abord un hashcode du message, on le code avec sa clé,
etc. Mais le principe est exactement le même. Il y a plusieurs variantes de ça, Elgamal, etc. Alors, il y a d'autres moyens de signer qui sont tout à fait utiles. Et signer, c'est très joli mathématiquement, mais c'est très délicat. Mais les principes sont simples. Après, la réalisation, pas faire de trou dans la réalisation, c'est dur. Alors, bon, il y a un protocole fondé sur l'exponentiel, le discret, hein, de Elgamal. Vous le trouvez facilement. C'est très bien documenté sur Wikipédia. Cherchez pas ailleurs, c'est vraiment très bien fait. Et puis, il y a surtout cette histoire de... Je ne sais plus de quand ça date, mais ce n'est pas tout à fait récent, hein, les Zero Knowledge Proof. L'idée, c'est de prouver à son interlocuteur qu'on a une information sans lui révéler quoi que ce soit sur cette information. Donc, je construis une information, qui est ma signature. Je peux lui montrer qu'il n'y a que moi qui connais cette information et que personne d'autre ne peut la trouver. Alors, il y a plusieurs méthodes. Le plus simple à expliquer, c'est des graphes 3 colorés. Ce n'est pas forcément celle qui est utilisée, mais ça ne fait rien. Il y a après une question de commodité. Donc l'idée d'un graphe 3 coloré, c'est quoi? C'est un graphe non orienté, tel que tous les sommets sont colorés, et quand vous prenez deux sommets qui ont une arête entre les deux, ce n'est pas la même couleur. C'est tout. Donc le problème de savoir si un graphe peut être 3 colorié ou pas est considéré comme un problème NP complet dur. C'est-à-dire qu'on ne pense pas qu'il y a des moyens de le faire, ni même d'heuristique pour le faire, dès que le graphe est un peu gros. Alors, ce qu'on peut faire, c'est dire, voilà, ma signature, c'est mon graphe 3 coloré que je me suis bricolé, c'est facile à construire. Très facile à faire, c'est très difficile à savoir s'il est 3 coloré. Donc, je me construis un graphe, puis je l'envoie. Et je lui dis, voilà, je te garantis que ce graphe est 3 coloré. Ah bon, mais comment je peux le savoir? Je lui dis, c'est très simple. Tu prends deux sommets reliés par une arête, tu regardes, est-ce que les couleurs sont les mêmes? Non, si elles sont les mêmes, c'est que ce n'est pas vrai. Si ce n'est pas les mêmes, on peut montrer que, dans ce cas-là, il y a une chance sur deux que le graphe soit 3 coloré. S'il est bien fait. Ah bon, mais alors maintenant, je vais faire une autre expérience. Et donc, si on fait 50 expériences de suite, il n'y a plus qu'une chance sur 2 puissance 50 que ce ne soit pas vrai. Le problème, c'est que si on fait ça tout de suite, on commence à avoir de plus en plus de couleurs. Donc, on apprend beaucoup sur le graphe. Mais on peut changer les couleurs à chaque fois. Alors, c'est habile et il faut faire ça astucieusement. Et ça marche. Et ça, c'est tout à fait utilisé sur Internet, par exemple, avec des chemins hamiltoniens, avec d'autres méthodes. Éventuellement, voilà. Donc, vous voyez, la crypto, c'est très délicat parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un algorithme juste qu'à un algorithme faux. Hein. C'est vraiment comme ça. Et des fois, les algorithmes faux, ils mettent du temps à être prouvés faux. Alors, les protocoles. C'est quoi un protocole de sécurité? C'est un moyen d'échanger de l'information, pas seulement de la chiffrer, de l'échanger. Donc, par exemple, comment est-ce qu'on stocke les mots de passe? Il y a quand même des systèmes qui stockaient les mots de passe en clair. Je ne sais pas s'il n'y en a pas encore, d'ailleurs, ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait encore. De chiffrer les fichiers, d'organiser les communications sur le web, de construire un bon système de vote. Voilà. Alors, voilà, la recherche, il faut faire mieux, il faut casser ce qui existe, il faut faire mieux, et puis il faut prouver que ça marche. Alors, exemple, le passeport électronique français a des garanties internationales qu'on ne peut pas tracer les gens qui passent dans les postes frontières. Manque de bol, bug subtil dans le système du passeport électronique français, si, on peut trouver de l'information parce qu'on peut provoquer, par exemple, en sniffant le passeport et en repassant après une personne et tout, on peut provoquer une erreur. Et manque de bol, les gens qui ont fait le système ont mis 2 messages d'erreur différents suivant les 2 cas d'erreur possibles. Et ça suffit à obtenir une information qu'on ne doit pas avoir. Correction, il suffit de mettre un message d'erreur. Donc je pense qu'ils avaient pensé bien faire, les gens, en mettant 2 messages d'erreur. Mais ça peut être très, très subtil. C'est pour ça que c'est intéressant. Les failles en TLS. Donc TLS, c'est Transport Layer Security de HTTPS. Donc c'est le machin qui transfère tout ce que vous faites sur Internet, quoi, en gros. Ce truc est complètement central, mais c'est très compliqué. Il y a des couches historiques dedans. C'est du consensus. Il y a des tonnes de gens qui se sont alliés. Il y a les Japonais qui voulaient ci, enfin, comme toujours dans ces trucs-là. Et en fait, je crois qu'il y a eu 240 modifications en 2005, par exemple. Ça veut dire 240 ennuis réels ou potentiels trouvés. Bon, une faille a été trouvée récemment dans la 5G, je l'avais mentionné. C'est bien documenté, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? L'idée, c'est déjà que les chercheurs, ils savent faire de la logique, ils savent raisonner, et ils savent aussi faire des preuves. Et par exemple, à Normal Sup, il y a un système qui s'appelle ProVerif,
qui est d'ailleurs suivi d'un nouveau qui s'appelle Protou, je crois, je ne sais plus comment il s'appelle, et de Bruno Blanchet, et qui est vraiment très utile, et on va le voir à l'œuvre sur un système de vote, par exemple. Donc TLS, voilà. TLS a un problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui demandent une compatibilité avec le passé. Par exemple, il y a des tas d'appareils qu'on communique par réseau qui travaillent avec des chiffrements obsolètes. Alors, quel est le choix? Soit on leur dit changer le chiffrement de l'appareil, mais plus personne ne sait comment il est fait l'appareil. Hein. Puis il n'y a pas de documentation, enfin je ne vous raconte pas, c'est tout comme ça. Et donc changer, on ne peut pas trop, donc il faut qu'on garde la possibilité d'utiliser ce code. Donc les attaques reportent beaucoup là-dessus. Par exemple, Frick, qui était Kartik Bhargavan, c'est un chercheur INRIA, qui a eu le grand prix du jeune chercheur INRIA l'année dernière, si je ne m'abuse, ou il y a 2 ans. Et Cédric Fournet, qui avait parlé ici en 2008, qui est chercheur à Microsoft Cambridge, ils ont montré qu'ils ont construit cette attaque sur Internet. Essentiellement, on pouvait, par un man in the middle, forcer beaucoup de sites à utiliser un code qui s'appelle export, c'est-à-dire dont on savait très très bien qu'on savait le décoder, que la NASA savait le décoder quand elle l'a appelé export, puisque c'est pour ça qu'elle l'avait appelé export, pour être sûr de décoder les communications internationales avec, mais maintenant que tout le monde savait décoder, quoi, pour un prix assez raisonnable. Donc ça touchait quand même plus de 10% des sites web. Si vous savez le nombre de sites web dans le monde, c'est beaucoup plus que des millions, tout ça. Logjam sur la spécification. Alors, ça, c'était un code sur des implémentations du protocole. Il y a 2 choses différentes. Il y a la spécification, il y a la norme et il y a les implémentations. Donc, Logjam touchait des faiblesses des implémentations, Frick, et Logjam touche alors là carrément la spécification. Et en fait, on peut forcer Diffie-Hellman, ce que je vous racontais, là, G puissance X modulo P, on peut le forcer avec travailler sur 512 bits. Et en général, pour 512 bits, comme il y a il y a quelques paires PG qui sont connues comme stables, les gens les utilisent toutes massivement. Eh bien, on peut précalculer des tas de modulos. Je ne connais pas la taille exacte, mais enfin, ça prend 1 semaine de calcul à des informaticiens, ce qui fait 3 minutes de physiciens, je pense, au niveau volume de calcul. Donc, ce n'est pas très dur. Et on peut ensuite mettre moins d'1 minute à décoder un message. Donc, ça veut dire que le code est complètement en morceaux, ça, hein, c'est parfaitement clair. Donc, sur 768 et 1024, les auteurs de l'article, qui sont très, très nombreux, sur 1024, ils disent qu'il est possible que la NSA sache le casser, mais là, c'est vraiment cher, quoi. Ça augmente vite, hein, quand on double, ça augmente vite. Donc, voilà, ça, c'est des codes utilisés tous les jours, hein, et donc, il y avait quand même beaucoup de serveurs qui étaient vulnérables à ça, et je ne sais pas s'il en reste ou pas. Et les navigateurs étaient vulnérables à ça, donc tous les navigateurs sont passés à la taille au-dessus. On ne sait pas si les gens l'avaient trouvé avant. Ça, hein. L'avantage des hackers, c'est qu'au moins ils ne publient pas. Ils n'ont pas la pression à la publication, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, les gens de l'INRIA et de Cambridge travaillent sur un projet qui est très beau, qui est de faire des TLS et éventuellement à la fin HTTPS qui soient vérifiés. Alors, ce n'est pas vérifié pour tout, ce n'est pas vérifié pour les canaux cachés, j'en parlerai après. C'est vérifié pour ce qu'on peut vérifier en logique, ce qu'on peut exprimer en logique même. Donc, ils ont 2 projets, MITLS, qui est déjà fini, c'est une implémentation de référence très élégante, très, très expliquée, très, très vérifiée du cœur de TLS, qui a été faite à l'INRIA et à Microsoft. INRIA, c'est Paris-Saclay, enfin bon, il y a pas mal de gens. Et Everest, qui est en train de se faire, le développement d'un TLS à spécification et code vérifié mathématiquement. Alors, je répète, sauf pour les canaux cachés, par les mêmes. Alors, c'est quoi un canal caché? Un canal caché, c'est un moyen d'obtenir de l'information hors de la spécification et même hors des programmes. Un très bel exemple, c'est Shamir, le S de RSA, qui est un pape du domaine, et un mec merveilleux à qui on a donné la médaille d'or de l'Académie des sciences sur ma proposition il y a quelques années. Et lui, il a cassé RSA avec beaucoup de bits, hein, avec 2048 ou 4096. Il n'a pas cassé RSA, il a cassé l'implémentation GNU de RSA en écoutant le bruit que fait l'alimentation de l'ordinateur avec un téléphone portable. C'est-à-dire en écoutant en fréquence audio les vibrations des composants à l'intérieur de la lime,
il pouvait décoder. Pourquoi? Parce qu'en gros, tout ça, c'est des multiplications, des divisions. Puis quand ça tombe juste, ça ne fait pas le même bruit. Ça chante gaiement quand ça tombe juste. Et quand ça rame, ça, voilà. Alors on le faisait, on savait déjà le faire en mesurant les consommations électriques et tout. Il y a des problèmes affreux derrière tout ça maintenant. Les gens essayent de plus en plus de faire des méthodes de crypto qui consomment la même énergie quoi qu'ils fassent. Mais ça, c'est très très dur parce qu'on peut le faire. Pourquoi c'est devenu dur? Parce que les microprocesseurs sont imprévisibles. Donc avant, à 68020, vous saviez exactement le temps d'une instruction, sa conso électrique, tout ça. Maintenant, pas du tout. Vous pouvez passer 3 minutes d'intervalle, ça ne va pas être pareil. Et en plus, on fait ça, par exemple, on supprime les ifs and else, on ne fait rien que des manipulations de bits terribles et tout. Et les optimiseurs se dépêchent de virer tout ça pour le remplacer par quelque chose de beaucoup plus malin, par exemple un if and else. Et donc, il faut lutter contre les compilateurs pour arriver à faire ça. Donc ça, c'est très compliqué. Mais les canaux cachés, c'est une vraie bête dure, et je vous en montrerai après. Il y a une grande difficulté dont j'avais parlé en 2008, qui est que le web est tout à fait dynamique. Le web est dynamique, ça veut dire que, il y a des phénomènes qu'on sait mal modéliser en logique. Alors regardez, ici, vous avez toujours Bob et Alice. Il y a deux grands acteurs, c'est Bob et Alice, et Eve. Eve, c'est l'espionne. Mais là, il n'y a pas d'espionne, c'est Bob et Alice. Et Bob et Alice, ils se sont rencontrés dans des couloirs, puis quelque part, il y a une petite envie d'entrer en communication. Mais Bob, il ne connaît pas l'adresse d'Alice. Comment il peut lui parler? Il peut lui parler en parlant à un annuaire. Donc, il va, mettons que l'annuaire soit local, mais il pourrait être sur Internet, il va lui un message. Est-ce que tu connais l'adresse d'Alice? L'annuaire va répondre, c'est alice@cdf.fr. Ça se passe dans le bâtiment, là. Mais ça, c'est un texte, ce n'est pas une adresse. Et donc, il y a une opération magique maintenant, qui est difficile à modéliser en logique, mais pas du tout à faire en informatique, c'est de transformer ce texte en une adresse. Et avec coupé-collé, ça s'appelle. Je dis toujours coupé-collé, c'est le point commun entre la chirurgie et l'informatique. Et donc maintenant, il peut transférer cette adresse en adresse Internet et il peut écrire une lettre à Alice qui va arriver par le miracle du réseau à Alice. Et Alice dit « Ah, c'est bien, maintenant je connais son nom aussi. Donc je peux prendre son adresse et je peux le mettre dans un message et l'envoyer à Bob. » Et ça, c'est pas du tout facile à modéliser. Ça a posé des problèmes très sérieux, puis c'est complètement dynamique. C'est-à-dire, dans beaucoup de problèmes, on a un espace d'analyse fini. Là, non, il est potentiellement infini parce que tout peut se créer et tout. Vous pouvez créer autant d'adresses que vous voulez dans Internet, etc. Donc, c'est un des grands mérites de Robin Milner, dont j'ai déjà parlé. Robin Milner qui a inventé quelques petits trucs. J'ai eu la chance de commencer ma carrière dans le bureau de Robin Milner complètement par hasard, juste parce que j'avais son numéro de téléphone et une jambe cassée, et que je ne savais pas quoi faire d'autre. Et donc, il m'a fait travailler sur le premier système de vérification de programme, qui s'appelait LCF, qui a donné lieu ensuite au langage ML, qui est devenu plus tard Camel, Haskell, StandardML, etc. Il a inventé les calculs de processus parallèles, CCS, etc., et le pi-calcul et les digraphes qui servent maintenant en biologie aussi. Donc c'est un très grand chercheur, prix Turing 1992, et très bon copain qui est malheureusement est mort de crise cardiaque en essayant de courir après il était en retard à un train. Alors je vais vous parler du vote électronique parce que c'est un très bon exemple de mauvaise idée. Le vote électronique, et de mauvaises idées qu'on peut quand même bien faire, mais que la différence entre bien faire et mal faire, elle est vraiment grande. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vote transparent? Un vote idéal? Alors, vous allez voir, il y a beaucoup de contraintes. La première, c'est que l'urne doit être publique. Ça, c'est vrai dans les bureaux de vote en France. Et le vote doit être vérifiable. Mais vérifiable au sens fort, par n'importe qui. Okay? Même les votants. Ce qui n'est pas du tout le cas dans un truc habituel. Mais enfin, quand même, c'est pas trop mal fait, on va voir pourquoi. Seuls les inscrits votent. Et ils sont identifiés à ce moment-là. Ça paraît logique. Chacun peut vérifier que les votes viennent d'inscrits. Et que chacun n'a voté qu'une fois, qu'on ne peut pas bourrer les urnes. On sait que ça se fait, mais ce n'est pas facile en France. Il y a des pays où c'est vraiment très facile. Enfin, ça dépend de la partie de la France qu'on considère.
Tout le monde... Ah non, j'ai pas parlé d'une île. Il y a eu à Montpellier des bourrages d'urnes extraordinaires, hein, avec des chaussettes. Il y a quand même des gens qui se retrouvent en tôle pour ça. Hein. Ah, c'est dans le sud aussi. Hein. Tout le monde doit pouvoir vérifier le comptage final. Tout le monde, je dis bien. Pas seulement une autorité inconnue. L'urne ne doit pas permettre de savoir qui a voté quoi. Vous mettez, c'est un vote secret, ça s'appelle, hein, ou confidentiel. Chaque votant doit pouvoir vérifier que son vote est dans l'urne n'est pas modifié. Ça, vous ne pouvez pas dans les méthodes classiques. Hein. Mais il n'y a pas de raison. Mais il ne doit pas pouvoir prouver son vote à un tiers. On ne doit pas pouvoir vendre son vote. Et puis tout ça, ça doit marcher même si les autorités sont malhonnêtes. Ça, c'est la transparence. Bon, là, vous voyez, il y a un petit problème. Il n'y a pas besoin d'en faire beaucoup de maths pour comprendre qu'on ne sait pas faire tout ça en même temps. Donc, il va falloir choisir. Alors, en France, on fait des choix qui ne sont pas forcément idiots et on va les faire dans le système que je vais vous montrer. Par exemple, les autorités, il y a des autorités officielles et il y a des assesseurs qui sont en général de partis politiques concurrents ou mais qui ne sont pas forcément des ennemis. Ce sont des assesseurs qui scrutent, des scrutateurs, qui peuvent être aussi mal intentionnés. Hein, ça s'est vu, il n'y a pas de problème. Mais bon, en se mettant à beaucoup, on diminue les risques de... Ça ne peut pas être parfait, mais on peut faire des trucs. Mais par contre, la plupart des systèmes de vote existants, dits électroniques, ne vérifient aucune des autres propriétés. Quand je dis aucune, c'est aucune. C'est assez intéressant. Alors, les votes nationaux, c'est pas mal, sauf qu'il n'y a pas de vérifiabilité individuelle, mais bon, il y a une confiance qui est très raisonnable dans une communauté comme en France. Aux États-Unis, visiblement, ce n'est pas le cas. Vous allez voir pourquoi. Et bon. Les votes par correspondance, alors là, c'est le bordel. Vous ne pouvez pas savoir d'où vient la lettre. Vous ne pouvez pas savoir si quelqu'un a changé son contenu. Enfin bon, mais d'un autre côté, il faut que ça existe, on n'a pas le choix. Et vote électronique, alors là, les pays sont très inégaux. Il y en a qui l'interdisent, d'autres qui l'acceptent. L'Allemagne et la Hollande. L'Allemagne le juge anticonstitutionnel, puisqu'il n'y a pas de vérifiabilité individuelle et des choses comme ça. Et la Hollande a refusé de le faire. Alors aux USA, ça fait longtemps que ça existe. Toutes les machines ont été montrées pourries. Alors les gens disaient le code c'est secret. Alors il y en a qui ont été, des gens sont arrivés avec une clé USB, ils ont récupéré le code, ils l'ont décompilé, comme on avait fait sur les logiciels truqueurs de Volkswagen, où tout le monde disait mais vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a dedans. Depuis le tout début, il y avait sur Internet le code désassemblé avec tout le fonctionnement. Vous pouvez le trouver vous-même, c'est rigolo. Très très compétent. Et bon, ils ont tout cassé. Hein. Donc il y a des pages là-dessus de Alderman qui a fait des trucs très rigolos là-dessus. Et sur les votes des militaires, par exemple, montrer que c'est des... Bon, bref. Vote interne du CNRS, ça c'était l'équipe de Nancy qui a fait un truc rigolo. Ils ont reçu les formulaires des élections des comités statutaires du CNRS. Et là, ils ont regardé, c'était fait avec des codes barres. Donc, ils ont travaillé une après-midi. Le lendemain, ils renvoyaient 100 faux bulletins au CNRS en disant « Regardez comme ça va bien rentrer dans le système ». Pour des raisons absurdes, hein, c'était que typiquement les fonctions aléatoires, ça devait être quelque chose comme la fonction aléatoire d'Excel par défaut quand on ne dit rien, qui ne vaut pas un clou par ailleurs. Les fonctions aléatoires, c'est un gros problème. Hein. Faire des fonctions aléatoires justes, c'est difficile, mais c'est connu. Il y a un bouquin de Knous comme ça là-dessus. Faire des fonctions aléatoires fausses, c'est très répandu. Les votes électroniques en France, alors là, il n'y a pas de vote national, mais il y en a beaucoup de locaux. Là, très franchement, par exemple, à l'Académie des technologies, il y avait un vote électronique, ils avaient acheté à je ne sais pas qui, et on fait notre vote. C'est marrant, mais mes collègues n'en ont jamais parlé. On fait un vote, on appuie sur les machines, les boutons et tout, puis on regarde, les résultats étaient totalement incohérents. Et la personne qui faisait le vote, elle dit « Oh, ben, il y a un bug, je vais aller le corriger ». Alors là, on a dit oh. Donc, il n'y a pas eu d'élection. Hein. C'est un peu sale quand même. Il faut prendre ça au sérieux. Il y a moyen. Bon, ce n'est pas assez sûr pour les élections politiques nationales. Peut-être qu'en combinant des votes et des assesseurs et des autorités, c'est possible de faire beaucoup mieux que ce qu'on a à l'heure actuelle. Mais il ne faut pas... je veux dire, tout le monde dit c'est électronique, donc ça marche. Quoi. Alors, on peut faire mieux. Alors, un truc très important, c'est que les machines ne garantissent rien du tout, d'autant plus que leurs codes sont secrets. Alors, quand les codes sont secrets, ce n'est vraiment pas un très bon signe en général, hein, dans le domaine. La plupart ne permettent pas de vérification du tout. À l'Académie des sciences, on vote avec quelque chose, c'est peut-être très bien fait, mais il n'y a aucun moyen de savoir si les chiffres donnés ont à voir avec les pressions sur les boutons. Là.
mais c'est peut-être très bien fait. Et alors, je vais vous raconter Bellenius, c'est fait à Nancy, et j'ai piqué tous les transparents de Véronique Cortier, parce que franchement, les refaire, ce n'était pas utile. Donc voilà, c'est développé dans l'équipe Caramel, en particulier par Pierrick Gaudry pour la crypto, et Véronique Cortier pour la logique, et Stéphane Gondu pour le code. Parce qu'attention, hein, les algorithmes et le code, je l'ai déjà dit 1000 fois, c'est pas pareil. On peut faire de très beaux algorithmes avec du code qui ne les fait pas. Donc, ça va faire pas mal de choses. Donc, une urne est publique, les calculs sont vérifiables par tous. Premier point. Alors, comment c'est fait? D'abord, on va construire une clé de vote, et la clé du vote, c'est par exemple un hashcode de la liste de tous les inscrits. On prend la liste des noms de tous les inscrits, on fait un hashcode, on appelle ça le vote. C'est pas idiot. On peut faire autre chose, hein, mais mettons. Ensuite, on va simplement, chacun va encoder, par exemple par du log discret, enfin par une exponentielle, va encoder son vote par cette clé publique. On voit que c'est un peu idiot parce qu'il n'y a que deux trucs qui ressortent à la fin, donc en se renseignant un peu, on saura vite, mais on va améliorer ça. Mais le principe, c'est ça. On encode son vote par une clé et on obtient un truc secret. Bon. Alors ça, c'est parfait. Donc David arrive, pas de problème. Alors, comment est-ce qu'on décode le vote? On décode avec la clé privée. Mais la clé privée, qui la possède? On la coupe en tronçons qu'on va donner à plusieurs autorités. C'est un peu le coup de mettre plusieurs partis politiques au travail sur la même urne. Donc ça, c'est assez logique, mais ce n'est pas infaillible, mais c'est tout à fait logique. Avec 4 tronçons, il y a des compromis à faire. Ensuite, et ça c'est beaucoup plus malin, pour déchiffrer, on utilise ce qu'on appelle le chiffrement homomorphe, qui est une particularité simple du système de chiffrement qu'elle a. C'est que vous pouvez calculer la somme de valeurs numériques chiffrées sans jamais les déchiffrer. Vous pouvez additionner, vous pouvez opérer sur les chiffrements, et ça va vous donner le chiffrement de la somme, mais vous n'avez jamais su lesquels étaient lesquels. OK? Donc ça, vous n'avez qu'à regarder les chiffrements, c'est très simple, ça fait ça, c'est propriété de l'exponentielle, GA fois GB, c'est GA plus B, donc pour additionner, on multiplie. Hein? Transforme l'addition en multiplication. Donc ça, c'est cool, mais à la fin, il va falloir décoder. Et à la fin, qui décode? C'est les autorités réunies qui vont donner la clé, mais une fois que le vote est fait, une fois que les résultats sont publiés, on peut publier la clé du vote, la clé privée aussi, on peut la publier une fois que c'est quoi. À ce moment-là, tout le monde peut refaire ce calcul. Donc tout est parfaitement vérifiable. Okay? Et puis chacun peut regarder en recodant avec la clé publique et publique, chacun peut regarder si son vote était bien dans la liste des votes. Mais sauf que là, il n'est pas signé son vote. Donc ça ne marche pas. Alors, il y a déjà un autre truc à faire, c'est qu'on ne peut pas bourrer l'urne, parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait coder 100 au lieu de coder 1. Ce serait beaucoup plus malin. Non, parce qu'on va lui demander de faire une preuve à connaissance nulle du fait que c'est soit 0, soit 1 qu'il a voté. Et ça, on peut le faire avec les techniques de signature, de preuve à connaissance nulle que je vous ai dit tout à l'heure. Donc tout ça, c'est fait dans le système. Puis c'est encore un peu trop simple, parce que l'urne elle-même pourra rajouter des bulletins. D'accord? D'autres gens pourraient ajouter des bulletins. Et ça, on le fait en distribuant à chaque votant une clé, et il va chiffrer son vote avec cette clé, et donc cette clé, c'est la liste des votants cryptés, si on veut, et donc on va pouvoir vérifier que tout... on va pas pouvoir décrypter le message émis par un votant non enregistré. Alors attention, tout ça, il faut le prouver, hein, parce que ce n'est pas facile à prouver. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça dit, ça? Ah oui, puis là, évidemment, comme on fait un autre chiffrage, ça veut dire que les 0 et les 1 deviennent arbitrairement absurdes. Hein. Donc, l'urne est publique et le vote vérifiable. Alors, si je reprends ma liste de trucs, l'urne est publique, le vote est vérifiable, tous doivent pouvoir vérifier le comptage final indépendamment, chacun peut le faire chez soi. C'est secret, on ne peut pas savoir qui a voté quoi, parce que pour ça, il faudrait savoir décrypter, il faudrait avoir les clés privées des gens. Évidemment, si quelqu'un vend sa clé privée, c'est trop tard. Mais ça, on va voir que c'est déjà vrai avant. Chaque votant peut vérifier que c'est dans l'urne n'est pas modifié, ça c'est facile à faire, puisqu'on a la liste des clés cryptées. Et il doit alors... Là, maintenant, qu'est-ce qui se passe pour le reste? Seuls les inscrits votent, ils sont identifiés. Non, c'est du vote électronique. Là, c'est les ordinateurs qui votent, c'est les comptes qui votent.
Hein, on s'inscrit avec son compte, au CNRS par exemple, on s'inscrit avec son compte, mais c'est les ordinateurs qui votent, ce n'est pas les gens. Donc on peut vérifier qu'un ordinateur a voté, mais pas qu'un compte a voté. Et on peut évidemment vendre son vote à un tiers, il suffit d'amener le tiers à côté et qu'il voit ce qu'on fait. Ouais, c'est comme ça. Donc là, il faudrait des isoloirs, mais alors l'isoloir, ça met un autre système, ça met les gens dans la boucle. Là, il n'y a pas de gens dans la boucle, hors les votants et l'autorité. Et l'autorité malhonnête, on peut savoir fabriquer des autorités honnêtes au CNRS par les temps qui courent. Ce n'est pas le système de vote qui le garantit. Hein, si vous allez dans un endroit où on sait truquer les autorités, qui sont quand même assez nombreux, voilà. Mais enfin, c'est vraiment ce qu'on sait faire de mieux à l'heure actuelle. C'est certainement pas ce qu'on peut faire de mieux. Donc tout ça, c'est open source, vous pouvez vous en servir, ça sert d'ailleurs dans les institutions françaises. Et là, c'est pas comme les machines à voter où les gens disent c'est secret, donc ça marche, c'est open source, c'est vérifié. Vous pouvez faire tourner les preuves, vous pouvez le vérifier avec d'autres prouveurs, si vous voulez, etc. Donc c'est quand même très bien. Alors la limitation, c'est du vote par correspondance. Il faut faire confiance à l'ordinateur sur lequel on vote, évidemment, si votre ordinateur a été infecté. Bon. Mais là, on est dans les confiances de tous les jours dans un institut de recherche. Voilà. C'est arrivé, Laurent Grégoire, qui est un autre chercheur, a montré qu'on pouvait attaquer un ordinateur d'un votant pendant des votes du français de l'étranger, qui sont des votes nationaux pour le coup. Voilà. Alors, on parle de l'injection de code. L'injection de code, c'est de rajouter, comme j'ai dit, des codes dans la page. On peut rajouter du code dans la page qui sert à voter. Et on peut, par exemple, inverser le vote. Voilà, et puis on peut prouver. Alors, je vais terminer en vous parlant de Spectre et Meltdown. Donc ça, c'est des attaques récentes sur les microprocesseurs 2018 qui mettent un avoc total chez les fabricants de microprocesseurs parce que ça attaque l'essence même de l'architecture des microprocesseurs, de la microarchitecture des processeurs modernes. Mais on ne sait pas si ça a été exploité. Mais ça pourrait. Et vous voyez le nombre de chercheurs qu'il y a là-dessus. Hein. Alors, Meltdown, ça a été découvert par plusieurs personnes en même temps. Alors voilà l'idée. Dans un processeur, il y a deux choses différentes. Il y a l'architecture et la microarchitecture. L'architecture, c'est le code machine. Il dit il y a tant de registres, une instruction, ça fait ci, ça fait ça et tout. Et la microarchitecture, c'est le truc qui fait le boulot. Alors avant c'était... attention, l'architecture, si vous regardez le code du Pentium, il y a 1200 instructions et ils sont créés tout le temps. Donc, ça n'a rien de simple. C'est 7 gros volumes qui ne définissent pas tout, et exprès d'ailleurs. Les trappes, ce n'est pas défini, parce que ça change suivant les processeurs. Donc, c'est gros, mais enfin bon, ça se comprend. L'architecture, c'est quelque chose... c'est avec ça qu'on fait les compilateurs, c'est avec ces documents-là. La microarchitecture, c'est la mécanique d'exécution. Autrefois, il n'y avait pas beaucoup de différence. Vous prenez un Motorola 6800, il n'y a même pas de notion de microarchitecture quasiment. Prenez un 68000, ça commençait, 68020, ça commençait un peu, il y avait des caches et tout. Puis maintenant, il n'y a pas beaucoup de rapport, pour être honnête, entre les deux. Très éloigné à cause de l'optimisation. Pourquoi l'optimisation? Parce que les opérations de calcul sont plus lentes que le cycle de l'horloge. Faire une multiplication en un cycle, on peut le faire, mais il faut ralentir le cycle, ce qui n'est pas une très bonne idée, et deux, il faut prendre une place absolument monstrueuse. Donc, les opérations sont longues. La mémoire est gigantesquement plus lente que le processeur. C'est des ordres de grandeur, c'est 100. Et encore. Donc 100 fois plus lent, ça veut dire que dès que vous faites un accès mémoire, il faut dormir. C'est pas ça qu'on veut. Donc on essaie de calculer tout le temps. Et si on ne fait rien, on attend. Donc on ne veut pas. Donc quels sont les composants d'une macroarchitecture? Des micro-instructions. Ça veut dire qu'à l'intérieur de la machine, ce n'est pas du code machine qu'on exécute, c'est du micro-code machine. C'est des instructions beaucoup plus élémentaires sur des composants plus élémentaires. Vous avez un pipeline dans toutes les unités de calcul, vous avez des caches, vous avez de l'exécution hors d'ordre, c'est-à-dire la doc spécifique que toutes les exécutions sont faites dans l'ordre. Mais ce n'est pas du tout ça qu'on fait. Les exécutions vont marcher comme si elles étaient faites dans l'ordre. Mais il n'y a rien qui dit qu'il faut les faire dans l'ordre. Il y a dit qu'il faut faire comme si. Quand on fait des tests, on va faire de la prédiction de tests. Pourquoi? Parce que quand on fait un test, peut-être on attend très longtemps pour savoir si le test est vrai ou pas. Et on va foncer dans les branches pour faire les calculs. Avant, des fois, que... Et donc, ça veut dire que les jeux de justice doivent être impliqués.
on va travailler sur plein de registres locaux qui vont être... quand on fait commit, ça veut dire que l'instruction est vraiment faite. Alors là, on les prend, on les recopie dans les vrais. Et sinon, on les laisse tomber. Donc, on échange de la vitesse contre de l'énergie. On calcule des tas de trucs qui ne servent à rien dans un microprocesseur moderne. C'est comme ça. Alors, il y a la référence est NSI Patterson, Quantitative Approach to 5 éditions. NSI Stanford, prof à Stanford, Patterson, prof à Berkeley, NSI créateur de MIPS et Patterson créateur de Spark, qui ne se ressemblent absolument pas les deux, mais ce n'est pas grave. Voilà, ça ressemble à ça c'est un Pentium. Donc ici, on va voir qu'il y a des choses qui transforment les instructions en micro-instructions. Moi, j'avais un peu bossé là-dessus, ça occupe. Les unités de calcul qui sont très pipelinées, les caches d'instructions, de données. L1, c'est super rapide, collé au processeur. L2, c'est dans le chip. Maintenant, il y a 18 processeurs, mettons, donc vous avez 18 L1 et puis un L2. Ça dépend, c'est varié. Voilà, vous avez tout ça. Alors, Meltdown, l'idée, c'est de se servir d'un canal caché dans le cache. C'est-à-dire, on va faire au processeur, les deux, l'idée est la même, on va faire au processeur des calculs qu'il ne doit pas faire. Et comme on saura plus tard qu'ils ne devaient pas être faits, ils vont être annulés. Mais ces calculs vont faire monter dans le cache des données qu'on n'aurait pas dû avoir le droit de voir, et on va pouvoir, par une mécanique très maligne, aller voir ces données dans le cache. Elles ne sont pas dans l'architecture, elles sont dans la partie cache de la microarchitecture. Et donc, on va pouvoir lire comme ça beaucoup de choses secrètes chez les autres, dans le noyau, dans tout ça. Alors, on va regarder Meltdown. Donc, Meltdown, premièrement, le processeur permet la mémoire virtuelle. Donc, l'OS va mapper toute la mémoire physique dans la mémoire de noyau. Il va faire semblant qu'il y a une seule mémoire. Il y a la mémoire du processus, il y a sa mémoire à lui, puis il y a la mémoire physique. Il met tout ça dans un grand tas. Ça l'arrange, ça simplifie. Très bien. Alors, architecturalement, vous avez le droit d'aller voir que dans votre mémoire à vous. Micro-architecturalement, vous pouvez aller voir partout. Et il y a un bit à l'exécution qui dit « Je suis en mode utilisateur, je n'ai pas le droit de voir. Je suis en mode système, j'ai le droit de voir partout. » Et ce bit vous empêche de faire des opérations architecturalement interdites. Eh bien, on va quand même lui passer à travers la figure. Si l'instruction est finalement exécutée, les ombres des registres sont transférées, c'est très bien. Et sinon, tout est ignoré, mais le cache reste dans son état. Et c'est ça qui va être le truc qui ne va pas. En particulier, en balayant les adresses physiques qui sont dans la mémoire visible, en les balayant, on va pouvoir lire toute la mémoire de la machine, dont la mémoire de tous les copains à côté. Alors ça, sur le cloud, par exemple, chez Amazon, vous avez des énormes clouds avec des quantités de mémoire fabuleuses, là, eh ben, vous pouvez aller voir ce que vous voulez, en théorie. Mais celui-là, ça se corrige, c'est bien. Alors voilà, vous avez la mémoire physique, vous avez l'utilisateur, puis vous avez le noyau, et puis la mémoire physique, c'est un tout petit bout de la mémoire virtuelle, mais c'est celle où il y a vraiment les trucs. Et alors, vous allez exécuter un code comme ça, une instruction, quelque chose qui va arrêter l'exécution, une exception. Une division par zéro, un truc quelconque. C'est vous qui fabriquez ça. Vous êtes un process qui s'amuse. Et puis là, vous allez mettre une instruction après qui va accéder n'importe où dans le noyau. Par exemple, qui va aller voir la mémoire physique ou qui va aller voir le code du système, ce que vous voulez. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'exécution? On fait la première, OK. Tout de suite, on n'est pas forcé de faire les choses dans l'ordre. En particulier, on peut faire les choses après. Donc tout de suite, on va lancer ce calcul qui va aller voir dans la mémoire. Ce calcul va se faire, il va charger son truc dans le cache, et puis le secret, ça c'est un secret qui va donc arriver dans la microarchitecture. On va faire la deuxième instruction, et là, on va voir la trappe, on va voir l'exception. Bon, donc on va annuler cette chose-là. Donc cette valeur-là ne va jamais être mise dans l'architecture. Ensuite, par exemple, dans le bout de code qui va traiter cette exception, on va faire quelque chose qui va faire passer cette information de la microarchitecture dans l'architecture. On va faire ce qu'on appelle flush and reload, par exemple, c'est-à-dire vider le cache et le relire. Alors quand on vide le cache, ça veut dire qu'on écrit des valeurs qui n'étaient pas encore écrites, parce que le cache, les écritures se font dans le cache, puis au bout d'un moment, on les transfère dans la mémoire. Vider le cache, c'est remettre tout à jour.
Et puis recharger, c'est recharger. Mais quand on fait ça, on ne recharge pas les trucs qui étaient déjà chargés. Donc maintenant, on peut interroger le cache et on regarde le temps que met l'interrogation du cache à répondre. C'est ça le canal caché. Si ça répond tout de suite, c'est que le truc était déjà chargé. Et hop, c'est ça. On le récupère. Et comme ça, on peut scanner assez vite l'ensemble de la mémoire de la machine. Assez vite, c'est quand même il y a du boulot. Puis de façon totalement légale, hein, il n'y a aucun problème. Hein, tous les algorithmes là-dedans sont prouvés. Ils sont prouvés, sauf pour les canaux cachés. Bon, alors Spectre, c'est un peu plus subtil, c'est même nettement plus subtil à faire, parce qu'il faut connaître le code qui s'exécute. Et l'idée, c'est que quand on fait un test, if conditions NPLSQ, si la condition est longue, on prend beaucoup de temps, donc on va essayer de prédire la branche avec des algorithmes d'analyse très variés, dynamiques, mais qui doivent être ultra rapides, donc ils vont faire des tas d'approximations. Et ces algorithmes, ils s'entraînent. Ils font de l'apprentissage, c'est-à-dire que s'ils voient que ça fait 20 fois de suite qu'on passe par la branche P, ils disent, bon, mais allez, prochain coup, j'y vais dans la branche P, parce que dans le calcul numérique, c'est comme ça, on est dans une boucle, on tourne longtemps dans la boucle. Donc, on fait comme si on allait dans P. Et donc, ce qu'on peut faire, mettons justement que le programme aille dans P tout le temps. Ce qu'on va faire, c'est de l'extérieur, entraîner la même partie du processeur à l'inverse. On va aller dans Q tout le temps, dans son propre code. Donc le processeur, dès qu'il revient au code de l'utilisateur, paf, il se gourde, paf, il se gourde, paf, il se gourde. Quand il se gourde, il lit la mémoire ailleurs, et comme il lit la mémoire ailleurs, on la récupère dans le cache. Donc ces attaques-là sont totalement redoutables. Et il y en a, on a trouvé une d'eau au début, donc Meltdown a dit c'est pas grave, on le corrige, AMD a dit mais il n'y a pas de problème, chez nous il n'y a pas, parce qu'on ne fait pas, y a le truc de Meltdown, on ne le fait pas. Alors Linux a dit bon, ben alors on arrête de mapper la mémoire entière, etc. Tout le monde a fait des patchs. Ça ne s'est pas bien passé. Et Spectre après aussi, mais puis entre-temps, elles sont arrivées des tonnes de nouvelles variantes, parce que tout ça, ça veut dire à chaque fois on attaque un bout différent de la microarchitecture. Et alors là, ils ont commencé à livrer des Windows qui ne rebootaient plus, des Linux qui ne marchaient pas. Récemment, il y a une correction de Spectre qui a donné lieu à la Linux 4.20, qui a été retirée par Linux parce qu'elle était 30% plus lente. C'était vraiment trop lent, c'est-à-dire qu'on va être obligé de ralentir les opérations de la microarchitecture. Donc à l'heure actuelle, la situation est un petit peu difficile. Et puis surtout, on sait que aucun processeur ne peut être corrigé. Alors on fait des corrections de microcode, mais c'est toujours partiel. Mais bon, on essaye que ce soit de plus en plus dur à exploiter, en fait. Alors, par exemple, voilà l'analyse de l'état actuel de tous les spectres connus, qui sont assez... Bon, Meltdown s'est corrigé, mais par exemple, AMD a dit « Meltdown, il n'y a pas de problème, nous, ça ne nous concerne pas ». Paf, 2 variantes sorties qui concernent AMD. Hein, donc, c'est dur. Et là, on voit que tout ça, ce n'est pas corrigé du tout. Il y en a qui sont corrigés en théorie, il y en a une là. Il y en a qui sont... Bon, je vous laisserai le tableau, vous l'aurez dans les slides. Ça, c'est un très joli papier qui fait l'analyse systématique de tout ça. Donc ça, c'est un gros problème, parce que c'était la partie qui marchait le mieux de l'informatique. Les microprocesseurs. Alors ça, c'est tous vos processeurs. Hein. Votre téléphone, votre ordi, pas de problème. Et ça veut dire aussi qu'il va falloir faire les processeurs autrement, et que c'est donc du bonus pour les chercheurs en architecture. En micro-architecture. Conclusion, puisque j'ai un peu dépassé, les attaques deviennent majeures avec des impacts ravageurs destinés à augmenter, donc ce n'est pas quelque chose qui va s'éteindre. Ça met en question la viabilité de l'Internet des objets, ça c'est clair. Une société comme Orange le sait parfaitement, hein. Ils s'en occupent sérieusement, ils sont très compétents en ça. Mais il y a énormément de gens, ni chez le citoyen, qui franchement... ont décidé d'ignorer, c'est pas forcément bien. Les bugs classiques ont une énorme importance là-dedans. C'est-à-dire que quick and dirty, c'est vraiment toxique. Vraiment. Donc allez au cours de Xavier Leroy pour comprendre qu'on peut faire autre chose. Et puis bah oui, il faut tester. Il faut perdre de l'efficacité en testant. Oui, c'est la vie. Et puis les chercheurs progressent, les pirates aussi. Donc voilà, Guillaume va nous parler tout à l'heure du combat entre le glaive et le bouclier. Et puis voilà, alors je m'excuse si j'ai fait des erreurs, parce que moi, tout ce que je sais, j'ai appris des autres. Hein. Je n'ai jamais travaillé sur le sujet. Je pense qu'on prendra les questions, Guillaume et moi, en même temps.
hein, parce que là, un quart d'heure de récré, non, 11 minutes de récré, j'ai un peu dépassé. Merci.